Valérie David, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement durable d'Eiffage, qui est un des leaders des bâtiments et des travaux publics. Et on est très heureux de vous accueillir. D'abord parce que c'est un secteur d'activité que nous connaissons mal à l'Association des journalistes de l'environnement. Et c'est l'occasion pour nous d'abord de dialoguer avec un grand du BTP et surtout de découvrir à l'occasion de la publication récente de votre deuxième plan climat, je crois, Mm. euh, quelles sont, quelles sont les problématiques climatiques pour un groupe du BTP d'envergure et comment vous transformez votre entreprise, comment vous tentez de transformer votre entreprise, comment vous changez vos relations avec vos donneurs d'ordre, avec vos fournisseurs pour tenter de rester dans une trajectoire accord de Paris. Bon, on va dire les choses, on va mal dire les choses comme ça. Donc, ce que je vous propose, Madame David, c'est que vous nous présentiez rapidement le groupe Eiffage et puis qu'on rentre rapidement dans le volet climatique de la stratégie, savoir quels sont les objectifs que vous êtes fixés, à quelle échéance et par rapport à quelle année de référence, et puis comment ça va se passer. Très bien. Merci Valérie. Donc, juste une petite précision, la direction que j'ai l'honneur de piloter s'occupe aussi d'innovation transverse. Et c'est important, donc direction de développement durable et d'innovation transverse, et ce n'est pas uniquement pour me gargariser d'un titre plus long, c'est simplement parce que ça montre que ça fait déjà depuis 2017 que le groupe a reconnu qu'il ne pouvait pas y avoir d'innovation au sein de nos métiers si cette innovation n'était pas contributrice au développement durable. Et pour nous, c'est quand même très important de le souligner. Pas question d'investir en R&D sur des solutions qui ne passeraient pas au crash test du développement durable. Alors, quelques chiffres clés, bon, ça permet toujours de se positionner. On dit toujours les trois grands, Valérie, mais nous, on se sent plutôt... On est le troisième, hein, on est 2 fois plus petit que Bouygues et 3 fois plus petit que Vinci. Donc, on a un chiffre d'affaires 2020 qui a été un peu impacté par le Covid, même si on a limité la casse. Donc, le chiffre d'affaires 2020, c'est plus de 16 milliards d'euros. Nous comptons 72 000 salariés. Bon, ce qu'il faut bien retenir sur Eiffage, je pense que c'est surtout ce qui intéressera nos invités, c'est qu'on est un groupe principalement français et européen. On est présent dans 10 pays, 10 pays de l'Union européenne. La présence au grand international est plus ponctuelle, à part notre entité Eiffage Sénégal et puis une entité au Canada et des entités aussi spécifiques sur les énergies renouvelables en Amérique latine. Mais sinon, on est un groupe vraiment très, très européen. Et puis un groupe marqué par une histoire d'actionnariat salarié qui est réelle, hein, puisque certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, en 2008, on a subi une attaque capitalistique, en 2006, pardon, une attaque capitalistique très grave de la part de Sacyr, qui est d'ailleurs devenu un cas d'école hein, pour les juristes financiers. Et l'actionnariat salarié avait permis de résister à cette attaque en règle qui visait à démanteler le groupe Eiffage pour vendre au plus offrant les différents métiers. Voilà. Alors, le groupe, c'est aussi... Alors voilà, ça c'est la présence fondée sur la proximité. Hein. On n'est jamais loin de notre base arrière. Et ce que vous voyez, Canada, Sénégal, Guyane, etc., ce sont des implantations pérennes, mais qui représentent quand même assez peu de salariés, même si on a dépassé les 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'international en 2020. Mais vous noterez que sur ces 4 milliards 3, il n'y en a que 800 millions, entre guillemets, que 800 millions hors d'Europe. Je souligne ça, ça vous permet de faire la différence avec les business models de nos concurrents qui sont beaucoup plus internationalisés que nous, mais également peut-être moins industrialisés et moins présents sur le continent. Voilà, un groupe compact et agile. Alors, effectivement, très important, on a 4 branches et 8 métiers. Donc, les métiers de la construction, les métiers des infrastructures, les métiers de
de l'énergie qui ont un boulevard devant eux hein, avec cette transition écologique, et puis les concessions, puisqu'on est on est le premier groupe en France à avoir fait du partenariat public-privé sous l'impulsion à l'époque de Jean-François Roverato. Vous avez la répartition des collaborateurs et des chiffres d'affaires sur le slide. Voilà. Last but not least, le rapport climat. Alors, la première chose que je voudrais dire aux invités, c'est que ce rapport climat, j'engage mon intégrité professionnelle dessus puisque ça a été rédigé par la Direction de développement durable en lien et innovation transverse, en lien avec les métiers. Ce n'est pas une agence de com ou une agence de stratégie qui l'a fait. De toute façon, ça n'a jamais été le cas ici. Et donc, on s'engage sur chaque mot et chaque assertion de ce rapport climat. Il a d'ailleurs même été fait, vous voyez, du point de vue physique, du point de vue mise en page, c'est même nous qui l'avons fait. Donc, il a un côté un peu rustique, mais on assume. Alors, le rappel du contexte, c'est qu'on a une stratégie bas carbone, pardon de le dire comme ça, un peu originale à l'époque quand on l'a décidé en 2017. Et puis alors maintenant, c'est devenu mainstream. Ça, c'est le problème. Quand vous essayez d'avoir des bonnes idées, elles sont copiées. Alors moi, j'accepte complètement. Ça prouve qu'elles étaient bonnes. C'est-à-dire qu'on a assez vite considéré que la réduction des émissions du groupe en propre, c'est-à-dire vraiment ce que j'appelle moi nos émissions domestiques, liées à notre immobilier, à nos engins de chantier, à nos postes d'enrobage, donc vraiment ce qui est directement du fait du groupe et de la présence et du travail de ces 70 000 salariés, ça ne suffisait pas. Même si, et personnellement je le regrette, pour le moment, réglementairement, seules les émissions des scopes 1 et 2 sont à publier obligatoirement tous les ans, mais pas les émissions du scope 3 amont, on va revenir sur ce scope 3 amont dans quelques minutes, ni les évitements d'émissions à travers des offres variantes mieux disantes environnementales. Donc, je voudrais vraiment insister sur ce que nous appelons l'indicateur bleu, parce que c'est celui qui est le plus représentatif du savoir-faire en fait, des femmes et des hommes du groupe, et puis qui est le plus intéressant pour la transition vers un business model écologique. Parce que finalement, nos parties prenantes, de façon légitime, elles attendent que des ingénieurs spécialisés dans les ponts soient capables de proposer des ponts avec des aciers ou avec des bétons qui aient une part de recyclage, avec un design de structure qui soit allégé, moins de matière égale moins de carbone, avec une analyse du cycle de vie qui permette de favoriser des matériaux qui seront plus facilement réparables et plus facilement une durée de vie qui soit plus facilement pérennisable, enfin allongeable, si vous me permettez le barbarisme. Donc, vous voyez ce que je veux dire, cet indicateur bleu, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour dire ah, vous avez vu comme on est bon, on a évité des émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment la mesure du savoir-faire, de l'expertise des ingénieurs sur leur cœur de métier. On leur demande d'intégrer en entrée d'équation la variable carbone et la variable biodiversité. On pourra peut-être en dire un mot tout à l'heure dans les questions. J'aimerais bien, en tout cas, parce que je ne voudrais pas que vous pensiez qu'on se bat contre la peste du carbone et qu'on oublie le choléra de l'érosion de la biodiversité, pas du tout. Les deux sont très poreux d'ailleurs, et comme vous le savez, il y a des interactions entre eux. Les deux sujets sont vitaux pour la pérennisation des sociétés en général et de la nôtre modestement en particulier. Donc, sur ce slide, vous voyez la correspondance, si je puis dire, entre les scopes traditionnels tels que définis par les conventions internationales, les scope 1, scope 2, scope 3, et puis nos indicateurs qui sont plus intuitifs, si vous voulez, qui sont plus compréhensibles, notamment par nos clients. Ce que j'ai émis sur mon chantier en propre et ce que cette offre variante, par comparaison à une offre classique réglementaire, va vous permettre d'éviter. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est faire appel aussi à la responsabilité des clients et qu'ils puissent, les yeux ouverts, choisir une solution variante mieux disante du point de vue environnemental. Voilà. Alors, next. C'est une publication volontaire, vous le savez. On n'est pas obligé de le faire. Dommage de ne pas s'en saisir. Le référentiel TCFD, qui est apparu dans le prolongement de la COP21 en 2015. Donc, c'est un référentiel qui a été publié en juillet 2017 et actuellement qui est quand même intéressant
pour essayer de donner un cadre commun. Alors, c'est un document à visée financière hein, pour que les investisseurs et les gestionnaires d'actifs puissent mieux maîtriser le risque de dépréciation d'actifs et mesurer la façon dont l'entreprise réduit son impact sur le changement climatique et, pardon de le dire comme ça, se saisit des opportunités de mutation du business model à travers des activités climato-compatibles. Alors, beaucoup d'entreprises, quand la TCFD a été diffusée en juillet 2017, s'en sont félicitées, mais finalement, je constate qu'il n'y en a pas tellement qui sortent des rapports selon la TCFD. Nous, on incite nos pairs à le faire parce que ça a été très structurant, à la fois en interne, parce que ce n'est pas évident de toucher 72 000 salariés et d'avoir un discours, enfin plus qu'un discours, d'avoir une action homogène sur tous les métiers. Et le rapport climat, je vous le dis, son premier succès, c'est un succès interne. Ça a été un tel succès que là, il est en cours de traduction, il a déjà été traduit en anglais et en espagnol, on est en train de le traduire en flamand, c'est-à-dire que vraiment, c'est une feuille de route, c'est considéré comme une vraie feuille de route de la part de toutes nos filiales. Ensuite, ça a été apprécié des investisseurs parce que on a respecté scrupuleusement ce qu'on doit y faire, c'est-à-dire des chapitres qui sont prédéfinis par la TCFD pour démontrer, mesurer, évaluer la profondeur de l'engagement. Est-ce que le conseil d'administration, le PDG, les différents comités qui composent le conseil d'administration sont partie prenante? C'est très important parce que finalement, cette stratégie, elle ne concerne pas que le comité stratégie du conseil d'administration, elle concerne aussi le comité d'audit du conseil d'administration. Est-ce que le risque climat est dans les plans d'audit interne? Elle concerne aussi le comité des rémunérations et des nominations. Dans quelle mesure la performance carbone est intégrée dans le calcul de la part variable des dirigeants? Donc, ces sujets permettent à nos parties prenantes externes de mesurer la sincérité en fait, de la démarche. Ensuite, c'est votre stratégie, avec notamment votre analyse des risques. Est-ce que vous avez été capable d'identifier les risques de transition, les risques physiques, les risques réputationnels, financiers, opérationnels, etc., qui pèsent sur les différentes activités du groupe par rapport aux défis climatiques. Quand je dis défis climatiques, c'est aussi bien la problématique atténuation que la problématique adaptation aux conséquences. Donc ça, on l'a fait, on l'a publié. Je l'ai même publié sur LinkedIn, pour tout vous dire, il y a 3 jours. Et ce n'est pas si courant. Et pourtant, je pense que ça devrait être obligatoire. Alors, il y aura certainement, au titre du mouvement d'harmonisation lancé par la Commission européenne, il y aura certainement des obligations qui vont apparaître et c'est une bonne chose, on y reviendra. Après, il y a toutes les opportunités. J'aime pas le terme opportunité parce que les gens pensent opportunisme, alors ça me dérange. C'est une simple traduction de l'anglais opportunity et ça, bon, évidemment, les gens ont mis opportunité en français. Moi, j'aurais plutôt dit mutation du business model. C'est-à-dire que ces opportunités, ça vous montre quelles sont les activités qui sont d'ores et déjà climato-compatibles, quel est leur chiffre d'affaires finalement et comment allez-vous faire pour faire en sorte que ce chiffre d'affaires devienne majoritaire et baisser progressivement les chiffres d'affaires des activités qui sont émettrices de gaz à effet de serre ou ne contribuent pas suffisamment à l'atténuation du changement climatique. Voilà, il y a certaines activités, on y reviendra, sur lesquelles on a aujourd'hui des émissions et sur lesquelles on investit beaucoup en recherche et développement. On parlera notamment de captation de CO2. Et puis, mesures et objectifs de réduction. Bah, évidemment, si on ne dit pas ce qu'on a mesuré et quels sont les résultats, ni quels sont les objectifs de réduction avec un calendrier, on n'est pas du tout crédible. Et donc, nous nous sommes insérés dans la trajectoire dite 1,5 degré, selon l'initiative mondiale SBTI pour Science Based Targets Initiative. L'objectif de la SBTI, c'est de vérifier vos modes de calcul et de pouvoir attester ou pas de la pertinence de ces calculs et de la pertinence des objectifs de réduction et du calendrier associé. Donc, nous sommes SBTI, enfin enregistrés depuis le mois de mars et je m'en félicite parce qu'on a rejoint une communauté d'acteurs avec lesquels échanger, communauté d'acteurs qui n'est pas si importante en France d'ailleurs, que ce qu'on pourrait croire. Voilà. Alors, je vais rentrer dans le détail. Ça, bon, on l'a dit, les points les plus importants pour nous,
pour le rapport climat de cette année, du moins, ça a été le fait que Benoît Druffret et le conseil d'administration aient acté la trajectoire 1,5 degré pour tous les métiers. Et j'insiste auprès de nos invités aujourd'hui, parce que vous comprenez bien que choisir la trajectoire 1,5 degré quand vous êtes un promoteur immobilier, ce n'est pas la même chose que choisir la trajectoire 1,5 degré quand vous êtes un routier ou quand vous êtes un métallier. Et nous avons ces métiers industriels dans le groupe. Donc, les émissions du scope 1 et 2 sont beaucoup plus importantes chez Eiffage Métal que chez Eiffage Immobilier. Sauf que chez Eiffage Immobilier, les émissions, elles sont chez le constructeur. Elles sont dans le scope 3, amont. Donc, le choix qui a été celui de Benoît de Ruffret du conseil d'administration, c'était un choix de cohérence en disant, bon, attendez, on ne va pas commencer à découper les métiers en disant, lui, je le mets en 2 degrés, lui, je le mets en well below 2 degrés, donc du 1,8 degré, et puis ceux-là, ils iront 1,5 degré. Ce n'est pas lisible et ça n'est pas mobilisateur pour le corps social. Nous, on a un paquebot de 72 000 salariés, on a 10 ans pour faire muter le business model. Excusez cette analogie, mais vous savez, quand on prend un virage à 45 degrés avec un ferry, vous mettez 10 km pour réaliser complètement vos 45 degrés. Donc, les stop and go en stratégie pour le corps social et pour nos partenaires proches que sont nos fournisseurs et nos clients, ce n'est pas possible. Ça remet en cause la sincérité. Donc, M. Druffret a décidé, pardon de le dire comme ça, j'espère ne pas déformer ses propos, mais en tout cas, ce qu'il a décidé, c'est cohérence, lisibilité, et de toute façon, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Enfin, je veux dire, les 1,5 degré, on commence déjà à nous dire, rapport de l'AIE il y a 3 jours, ça va être difficile et il faut des décisions. Bon, alors, OK, on y va, 1,5 degré, on se donne jusqu'à 2025, on aura un jalon puisque toutes les branches sont engagées dans un plan stratégique 2021-2025 avec des objectifs de réduction d'émissions de carbone, scope 1, scope 2 et scope 3A, et des objectifs d'offres bas carbone en termes d'évitement pour nos clients. Et en 2025, et j'espère un peu avant, donc d'ici 3 ans et demi, on regarde et sachez, et ça c'est vraiment aussi un message que je veux vous délivrer, que les objectifs de réduction qu'on va vous montrer aujourd'hui, qu'on va partager avec vous, M. Druffret a décidé de les fixer à technologie constante. C'est-à-dire qu'on est sûr d'y arriver. Alors après, il y a les moyens, on y reviendra. On est sûr d'y arriver à technologie constante. Donc, on se réserve, bien sûr, toutes les latitudes en cas de rupture technologique. Par exemple, l'hydrogène, qui deviendrait demain une source d'énergie verte, l'hydrogène vert, on est d'accord, qui viendrait complètement rebattre les cartes du bouquet énergétique. Évidemment, on ne va pas dire non. Mais on n'a pas voulu, pardon pour l'expression un peu triviale, on n'a pas voulu tirer de plan sur la comète. C'est-à-dire que les objectifs, on les atteindra à technologie constante, et même les technologies de captation de CO2 dont on parlera tout à l'heure, elles sont d'ores et déjà en proof of concept, elles ne sont pas en R&D pur. On est déjà, pour ceux qui sont familiers de cette échelle, on va dire, je regarde Mathieu qui est mon responsable en TRL pour FCO, c'est du TRL 6. Oui, bon. Sur une échelle qui compte 9 niveaux. C'est la première fois qu'on publie notre scope 3 amont. J'y reviendrai parce que, bon, il est très différent selon les métiers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est très important pour la construction, il l'est moins pour la route, puisque dans la route, finalement, on a nos propres outils industriels et on sous-traite moins, mais ça nous permet aussi une vraie réflexion stratégique sur la façon d'emmener avec nous nos fournisseurs, dont la plupart d'ailleurs sont plutôt contents de cette démarche parce que ça leur permet de valoriser une R&D qu'ils ont déjà entamée pour la plupart depuis longtemps. Ça permet aussi de parler matériaux de proximité, donc quelque part production européenne, voire production française et pour certains matériaux, production locale. Donc c'est vraiment pour eux une opportunité, pardon encore une fois, de cette expression. Madame David, vous nous avez présenté un petit peu le contexte qui est le vôtre et celui du rapport climat. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans les choses un petit peu plus concrètes, que vous nous disiez un petit peu, vous émettez combien en scope 1, 2 et 3, quels sont vos objectifs et j'aimerais que vous fassiez également un point sur les risques climatiques identifiés pour vos activités. Très bien. Alors, je vais essayer de réussir. Vous allez me dire si vous voyez bien.
C'est bon? J'ai grossi à l'écran, vous voyez bien? On voit les titres. Les titres seulement? Réduire les émissions des scopes 1 et 2. Et puis on voit ce qui est en dessous, objectif moins 46. Vous ne voyez pas le schéma? Si, mais on ne voit pas les légendes du schéma en revanche. Alors attendez. Et là? Là, c'est mieux. Voilà. Donc, on a fait cette étude, je vous le dis, hein, ça c'est le seul consultant qui a travaillé là, c'est un consultant sur les calculs, donc sur les metrics, comme on dit. Donc c'est un consultant anglo-saxon qui s'appelle Cantis, qui nous a aidés à réaliser, à remettre à plat tous les chiffres. Alors scope 1, scope 2, bon, on n'a pas eu trop de mal puisque c'était obligatoire et ça fait un bout de temps qu'on le fait de toute façon. Mais sur le scope 3, vous verrez, bon, évidemment, les calculs sont plus compliqués, donc on s'était adjoint les services d'un spécialiste. Alors, sur les scopes 1 et 2, vous avez là les différentes trajectoires choisies. On aurait dû, avec un scénario de degrés, sur les 495 000 tonnes équivalent carbone émises en 2019. Hein. 2019, c'est notre chiffre de référence. Vous doutez bien que 2020 est un peu carencé. Donc, 2019, c'est notre date de référence. On aurait dû diminuer de 16% en valeur absolue. Alors, la différence entre les moins 34 et les moins 16, c'est très simple. On a été obligé, bien sûr, d'ici 2030, on va certainement grossir. Et donc, on a pris un chiffre publié par l'OCDE par rapport au secteur du BTP en Europe, qui est censé croître de 2,4% par an. Donc, si vous voulez, c'est l'explication que vous avez sur les deux chiffres qui sont à chaque fois comment dire, adjacents. Vous avez moins 16% en valeur absolue par rapport aux émissions de 2019 et ça ferait moins 34% si on prend en considération l'augmentation moyenne par an de notre activité de 2,4%. Hors Covid, hein, ce 2,4% n'a pas été recalculé suite à l'année Covid. Alors, avec un scénario well below, ça se corse un peu, évidemment. Donc, well below, c'est du 1,8 degré. On serait à moins 28%. Et on a choisi le scénario SBTI 1,5 degré. Donc, ça nous oblige à réduire de 46% nos émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue par rapport à 2019. Donc, c'est beaucoup, mais encore une fois, si des ruptures technologiques interviennent dans la décennie à venir, nous nous en saisirons bien évidemment pour être mieux-disants sur cet objectif avec, comme je vous le disais, un jalon à 2025 pour étudier la façon dont nous menons notre barque, pardon, décidément, l'analogie marine va me poursuivre, et s'assurer que nous serons dans les clous, parce que ce rapport climat a été diffusé, comme je vous l'ai dit, à tous les acteurs financiers, et donc la maîtrise du risque financier pour nos banquiers et autres gestionnaires d'actifs est majeure. Et si nous ne tenons pas à ces chiffres, nous allons vivre un grand moment de solitude que nous ne souhaitons pas. Donc, je puis vous assurer, en tout cas, que nous ferons tout pour, dès 2025, pouvoir montrer que nous serons au rendez-vous. Voilà. Donc, c'est notre trajectoire. Voilà. Un petit zoom sur l'intensité carbone du chiffre d'affaires. Ça, c'est très intéressant aussi. Donc là, on est sur des chiffres 2019, périmètre France. J'ai omis de vous le préciser tout à l'heure, pardon. Ça ferait passer le chiffre d'affaires de 37 tonnes de CO2. Équivalent CO2. D'euros de chiffre d'affaires, excusez-moi, oui, à 20 tonnes de CO2 par million d'euros de chiffre d'affaires. Équivalent CO2. Donc, c'est quand même pas rien. Excusez-moi, j'ai un petit problème de zoom. Voilà, il faut que je me mette sur le côté. Je vais avoir un petit souci. Une petite précision, vos objectifs, moins 46%, c'est en CO2, alors que le calcul de l'intensité carbone, il est tout gaz à effet de serre confondu, si je comprends bien. Oui. D'accord. Sur les émissions du scope 3 amont, alors, je suis vraiment désolée, je vais être obligée de faire ça. J'espère que ça sera… Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, moins 30%.
moins 30%, tout métier confondu là aussi. Bon, il y a eu des débats en interne, hein. On a des métiers qui nous ont dit oui, c'est pas possible, on n'y arrivera pas, etc. Bon, nous, on pense qu'on peut y arriver, donc la décision a été prise et on n'y reviendra pas. Vous noterez, avant qu'on me pose la question, vous noterez que 2030, moins 30%, on n'est pas dans un scénario 1,5 degré, sauf que le SBTI ne nous l'exige pas. J'aurais pu mettre en 2 degrés, en well below 2 degrés. Le SBTI considère que le scope 3 amont, on stipule pour autrui parce qu'on n'est pas maître de la totalité des paramètres. Et donc, ils exigent d'être en 1,5 degré sur le scope 1 et 2. Nous, on a estimé que du point de vue de la cohérence, ça n'avait pas beaucoup de chance de rester en 2 degrés pour le scope 3 et d'être en 1,5 degré pour le scope 1,2. Donc, on a décidé de doubler l'objectif du scénario SBTI 2 degrés pour passer à moins 30%, avec toujours, évidemment, le même travail, valeur absolue et valeur relative, si on prend en considération l'augmentation de 2,4% annuelle moyenne du BTP en Europe. Voilà. Donc, évidemment, je suis à disposition pour toutes les questions, mais ce que je souhaiterais que vous reteniez, c'est réellement cette application homogène de l'objectif final de 1,5 degré, quel que soit le métier, avec évidemment des gens un peu comme dans une course de chevaux, hein, avec des handicaps. Et c'est vrai qu'on a des métiers qui vont partir de plus loin et qu'on aidera davantage parce que ce sera plus difficile pour eux, mais on considère que c'est leur pérennité qui est en jeu. Donc, on ne peut pas être laxiste, en tout cas, et commencer à apporter des dérogations en fonction des métiers concernés. Est-ce que, Valérie, je peux m'arrêter à cet endroit-là, mais est-ce que vous voulez qu'on passe aux opportunités ou est-ce que vous voulez… Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous évoquiez, dans un premier temps, les risques climatiques identifiés pour le groupe et ses principales activités. Et après, on parlera de la politique d'atténuation et d'adaptation, finalement. Oui, alors, attendez, excusez-moi, je suis obligée d'aller le chercher ailleurs parce que je ne l'ai pas mis dans le… C'est autant pour moi. Je ne l'ai pas mis dans le… Alors, peut-être mon adjoint Mathieu en charge de l'innovation transverse, pendant que je cherche le slide risque, pour ne pas vous faire perdre de temps, est-ce que tu pourrais expliquer, Mathieu, la problématique de notre usine de chaux de Bocahu qui représente 22% du scope 1 et 2 et ce qu'on essaie de faire dessus pendant que je cherche le… Bonjour, donc Mathieu Dupuis, je suis responsable innovation transverse au sein de la direction. En effet, on a une problématique sur le site de Bocahu qui produit de la chaux, donc 120 000 tonnes par an de chaux, et c'est un site qui est un des plus émissifs du groupe. Se pose la question de réduire ces émissions, puisque c'est un site qui est soumis en fait au système européen d'émissions CO2, donc des quotas. L'ETS. C'est ça. Ces quotas sont revus actuellement pour un nouveau plan et vont être abaissés. Donc, il faut qu'on puisse répondre à ces quotas. Une des solutions qu'on a identifiées, c'est la captation carbone en sortie de cheminée. Et ce qui n'est pas simple à faire, il y a plusieurs industriels qui s'y intéressent. C'est souvent des systèmes qui sont extrêmement massifs, extrêmement lourds en investissement. Et on a identifié une jeune start-up qui s'appelle Revco, qui est toute jeune, qui a 1 an. C'est deux jeunes cofondateurs qui sont limite sortis d'école. Et on a qualifié leur système pour le tester en site réel. Donc, on est en train de finaliser le partenariat et puis dans l'année, on va faire un POC, donc un Proof of Concept, qui est même plus qu'un POC, qui sera un démonstrateur, puisqu'on va capter sur un modèle 2 tonnes de CO2 par jour. Et puis ensuite, on va monter en intensité cette captation en passant à 20 tonnes jour, puis une soixantaine de tonnes de CO2 captées par jour. C'est un process qui est innovant puisque le carbone va être cryogénisé donc par le froid. Et pour le dire très, très rapidement, les gaz en sortie de cheminée vont être comprimés, vont être filtrés, séchés. Ensuite, on va isoler l'azote de ces gaz qui va être, lui, refroidi dans un schéma du système. Et ensuite, c'est grâce à cet azote réfrigérant qu'on va réussir à geler le CO2 pour le capter.
Se posent ensuite d'autres questions sur lesquelles on travaille, c'est l'usage qu'on fera de ce carbone. On a plusieurs pistes intéressantes, on en a 3. Les usages agricoles, les usages agroalimentaires et les usages construction pour la recarbonatation des bétons déconstruits. Voilà, alors j'ai trouvé mon document. Voilà, voilà. Donc, excusez-moi, je vais vous le présenter maintenant. J'ai le sens du teasing, Valérie, vous avez vu. Bon, voilà. Alors, vous me dites si vous voyez bien. Là, c'est un peu petit. C'est mieux. Voilà. Donc, cette matrice des risques RSE en lien avec le changement climatique, on l'a publiée, on l'a partagée. Alors, elle est actualisée annuellement. Elle passe à la validation du comité stratégie RSE et du comité d'audit du conseil d'administration. Donc, ce n'est pas un document de com, hein, voilà, pour dire les choses clairement, c'est un document de gouvernance. Et c'est un document qui est réalisé avec la direction de la conformité et intégré au plan d'audit des audits internes annuels de la direction de la gestion des risques et de l'audit. Alors évidemment, le changement climatique, on pense d'abord environnement, mais vous verrez que le sujet du point de vue social, sociétal et éthique et gouvernance a aussi des ramifications non négligeables. Alors si on commence par l'environnement, nous avons identifié un certain nombre de risques physiques, comme la pénurie de matières premières non renouvelables, ou bien l'artificialisation des sols, qui est un risque fort, et sur lequel d'ailleurs, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on identifie un risque comme l'artificialisation des sols? Prenons cet exemple. Déjà, on se dit que ça vaut peut-être le coup d'investir davantage pour développer nos filières de dépollution, de renaturation des sols, de génie écologique, et d'être par exemple partenaire de la création de la chaire de génie écologique de l'ESTP, qui va faire en sorte que les ingénieurs des travaux publics puissent avoir une spécialisation en sortie de diplôme sur le génie écologique. Ça a beaucoup de sens parce que finalement, si on veut préserver les sols agricoles, les sols naturels, notamment qui captent du carbone parce qu'ils sont vivants et qu'on aimerait bien que ça dure, eh bien, si nous sommes dépendants de ces services écosystémiques, il faut en tirer les conséquences. Or, nous avons des métiers qui aujourd'hui ne sont pas tout en haut de la chaîne de valeur et qui vont prendre leur revanche dans la décennie et les 15 ans qui viennent, parce que les métiers de la dépollution et de la renaturation, ce que moi j'appelle les métiers de la réversibilité, vont devenir essentiels dans l'acte de construire. Il y a toute la question de l'adaptation des produits et services au changement climatique. Si je prends cet autre exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer proposer un pont, comme on est en train de le faire en Allemagne ou en Norvège, sans étudier la problématique de la résistance aux températures extrêmes, suivie quelques semaines plus tard aux températures basses, ou d'épisodes pluviométriques, ou d'épisodes tempêtes particulièrement forts. Vous savez que c'est l'une des conséquences du dérèglement climatique direct et qui est quand même relativement bien renseignée par les scénarios des climatologues. Donc aujourd'hui, l'adaptation de ces produits et services au changement climatique du point de vue physique, mais aussi du point de vue de l'adaptation, du style travailler sur les fondations. On en parlait avec Valérie Laramé il y a quelques jours. Alors j'ai vérifié, Valérie, et oui, vous aviez raison. Comme quoi je ne sais pas tout, vous voyez, je suis une modeste directrice transversale. Mais oui, bien sûr, chez EFA Génie Civil, on a des spécialistes qui travaillent sur le renforcement des fondations liées à l'écrasement, alors soit les bâtiments qui s'écrasent sous leur poids, soit les infrastructures souterraines qui ont besoin d'être protégées par rapport au gonflement des argiles, par rapport au phénomène de lessivage par des sols qui ont été artificialisés et qui, à certains endroits, peuvent provoquer des catastrophes qui sont renseignées tous les ans, malheureusement, et régulièrement. Donc, voilà le genre de sujet. Quand on parle de mutation du business model, pour être plus concret, c'est ça. Je vais vous donner un autre exemple sur l'attractivité de la marque employeur. Les jeunes ingénieurs, et c'est heureux, sont extrêmement intéressés à mettre leurs compétences techniques en harmonie avec leurs convictions personnelles et cherchent des employeurs qui eux-mêmes démontrent leur capacité à non seulement s'adapter, mais à intervenir de façon climato-compatible.
Donc, l'attractivité de la marque employeur, elle est liée à ça. Elle est liée au fait qu'on puisse expliquer de manière claire et probante à des jeunes que travailler chez nous, ça a du sens et ils seront en harmonie, comme je disais tout à l'heure, avec leurs convictions personnelles et leur volonté d'agir au service de la planète. Donc, voilà un risque qui est important, alors qu'aujourd'hui, on peine à recruter. On est en guerre permanente avec nos concurrents, hein, ça tout le monde le sait. C'est pas nous faire comment dire, offense que de l'avouer. C'est normal, on cherche à se prendre les meilleurs profils. Et le fait d'être clair et responsable et d'apporter des preuves régulières et d'avoir des objectifs ambitieux sur ces sujets-là concourt aussi à l'attractivité de la marque employeur. Je vais vous prendre un autre exemple. L'application opérationnelle des engagements RSE en matière d'éthique et de gouvernance, sous ce titre-là, vous avez tous les sujets du devoir de vigilance. Vous avez la façon dont on partage avec nos sous-traitants et nos fournisseurs, que ce soit en France, hors de France, ou pour certaines activités, comme je disais tout à l'heure, même si elles sont minoritaires, en dehors de l'Union européenne, comment on partage nos engagements RSE et comment on vérifie qu'ils sont en mesure de les appliquer et qu'ils les ont bien appliqués. Ça, très clairement, ça fait partie d'un risque très identifié parce que, comme tous les risques liés au devoir de vigilance, on a commencé relativement tard et on a une législation, et à titre de mes fonctions, je m'en réjouis, une législation en France qui est du meilleur niveau. Hein. Vous le savez sans doute, la loi sur le devoir de vigilance en France sert même d'exemple pour une initiative européenne sur le même sujet. Vous identifiez parmi les risques principaux la pénurie de matières premières non renouvelables. On a bien compris que ça pouvait impliquer l'approvisionnement en sable, par exemple. Quelles sont les autres matières qui vous semblent être problématiques? Alors, le sable, effectivement, est après l'eau, c'est la ressource naturelle, excusez-moi, vendredi, c'est la ressource naturelle la plus exploitée au monde, avec des cas scandaleux hein, de prédation, de destruction de littoraux, enfin, avec tous les impacts sur la biodiversité, etc. Donc, on a une vraie contrebande du sable. Il faut savoir que quand on a construit Bretagne-Pays de Loire, en même temps, nos confrères Vinci et Bouygues construisaient respectivement Sud-Europe Atlantique et le contournement CNM, le contournement de Nîmes-Montpellier pour Bouygues. On avait du mal à trouver du ballast. Les carrières les plus proches étaient totalement sous tension. Et ce ballast, pour construire une ligne à grande vitesse, il est normé. Enfin, vous ne pouvez pas aller le chercher n'importe où. Il doit présenter des qualités physiques de très haute résistance. Et il a fallu aller en chercher en Norvège, par exemple. Alors, vous allez me dire, la Norvège, c'est encore trop loin. Oui, mais ce genre de produit, si vous voulez, les prix s'envolent. Après, on a aussi des matières premières non renouvelables qui sont soumises à des variabilités du prix qui peuvent vraiment mettre en danger une activité. Je vais vous donner un exemple, c'est le bitume. Le bitume, moi, je l'ai connu à 600 € la tonne. Et puis actuellement, il est autour de 400 € la tonne. Oui, mais sur des métiers qui font moins de 3% de marge, vous imaginez bien qu'une telle variabilité, c'est juste insoutenable. Enfin, oui, c'est pas durable, effectivement. Et donc, le fait de comprendre ce risque et de l'identifier, de le mesurer, eh bien, ça influe directement sur les choix de R&D. Et les choix de R&D des FageRoute, depuis 10 ans, c'est la substitution du bitume par des liants d'origine végétale, excusez-moi, avec plusieurs brevets, parce qu'évidemment, vous mettez des années à sortir un brevet, mais plusieurs brevets, on est en train de récolter les fruits de cette R&D qui, je le sais, puisque j'étais dans le groupe déjà à l'époque, je suis arrivée en 2007, c'était une R&D au départ qui était plus guidée par la volonté de se libérer de la variabilité trop pesante des prix du bitume qu'une simple vision développement durable. Aujourd'hui, s'il fallait relire de façon contemporaine ce choix, ça serait le développement durable qui serait le plus important. Alors, il s'avère que moi, je prends, la situation environnementale fait que tous les plus sont bons à prendre. Aujourd'hui, FageRoute est capable de recycler 100% d'une route et de remettre sans 1 gramme de bitume neuf, je dis bien sans 1 gramme de bitume neuf,
à travers des liants biosourcés, puisque les seuls liants routiers biosourcés sont des liants Eiffage Route, c'est Biophyte à base de résine de pin français, hein, et à base d'ailleurs, c'est même pas de la résine de pin, c'est à base de déchets de résine de pin, issus de papeterie. Et donc, alors, ce liant, il est cher, sauf qu'à partir du moment où vous vous exonérez complètement du risque bitume et que vous n'amenez pas de granulat neuf parce que vous recyclez 100% de la vieille chaussée, eh bien, vous économisez tellement en rotation de camions et en matériaux neufs que l'équation économique a du sens et que ces routes aujourd'hui, à rénover, elles sortent à 10% moins cher qu'une route neuve avec bitume et granulat neuf. Donc, je vous donne cet exemple parce que la pénurie de matière et l'émergence rapide et cohérente, logique, légitime de l'économie circulaire sont devenus vraiment des critères d'orientation de notre stratégie et des critères de choix en croissance externe et en R&D. Voilà. Je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question, Valérie. Je vais la poser différemment. Il y a un cas d'école en France qui est bien connu de tous les groupes du BTP, qui est l'île de la Réunion, qu'on connaît bien à la JE pour y avoir été plusieurs fois. Cette île va connaître une croissance démographique et donc des besoins en construction de logements en particulier, mais aussi d'infrastructures très importants dans les 20 prochaines années. Et on voit qu'on manque déjà de matériaux, on le voit avec le non-achèvement de l'autoroute du littoral. Est-ce que cette situation qui va se reproduire finalement dans plein d'autres endroits, vous citiez l'exemple de la LGV tout à l'heure qui a asséché les carrières régionales, est-ce que ça vous incite à finalement, effectivement, à concevoir une autre façon de développer une économie circulaire du bâtiment et des travaux publics? Vous en avez cité quelques exemples, mais est-ce que ça peut aller encore plus loin pour réduire finalement votre exposition au risque de défaut d'approvisionnement en matières premières? Alors, je vais être peut-être un peu trop optimiste, pourtant je vous assure, ce n'est pas vraiment ma nature profonde, mais ce n'est pas que ça peut, c'est que ça doit. On n'a absolument pas le choix. Il faut arrêter de se demander si on a le choix. On ne l'a pas. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, l'une des pistes les plus intéressantes dans nos métiers, c'est par exemple la récupération des millions de mètres cubes de béton déjà mis en place. Et donc, ça veut dire économie de granulats, ça veut dire économie d'eau, et ça veut dire aussi stockage de carbone, puisque un vieux béton déconstruit, il est poreux, il a perdu des qualités physiques, et on lui restaure ses qualités physiques en réinjectant sous pression du carbone. Donc, vous êtes à la jonction de 3 grands piliers du développement durable: économie circulaire, stockage de carbone et allègement des pressions sur les ressources naturelles. Il y a mon adjointe Isabelle Boyot qui est en ligne, qui est notre spécialiste économie circulaire et bas carbone. Et si elle veut ajouter quelque chose, Isabelle, je ne te vois pas à l'écran parce que je suis sur mon slide, mais n'hésite pas à intervenir si tu veux. Non, oui, bonjour à tout le monde. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Valérie. C'est intérêt, non, je plaisante. En plus, je peux pas dire le contraire. On est filmé. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que ces matières premières sont finies et sont non renouvelables. On se doit d'utiliser aujourd'hui ce qui est actuellement en place. Donc voilà, les carrières de demain sont les routes d'aujourd'hui et le béton de demain Madame Boyot, est-ce que vous pouvez concrétiser un tout petit peu votre propos? Je veux dire, est-ce que vous pouvez nous dire combien aujourd'hui vous récupérez, réutilisez, réinjectez dans le cycle de matériaux et quels est peut-être vos objectifs pour 2025-2030? Oui, on peut le dire. Voilà. On peut le dire. Aujourd'hui, l'objectif, aujourd'hui, on réutilise la plupart pratiquement tout le béton de démolition, notamment au travers de ce qui est fait avec Eiffage Démolition. Tout est valorisé souvent dans les routes, les sous-couches routières, et éventuellement aussi dans nos carrières. L'objectif aujourd'hui, c'est de valoriser mieux ces déchets et de leur redonner une certaine qualité en les remettant non plus dans des sous-couches routières, mais dans des bétons. C'est ce qu'on fait notamment sur l'écoquartier de la Vallée, avec là pour la première fois un écoquartier qui a été complètement
des bâtiments qui ont été démolis sur place, concassés, réduits donc à l'état de granulat pour être remis dans le béton qui est aujourd'hui produit sur l'écoquartier. Donc ça, on est encore limité, on va dire, par des normes et par les techniques de construction, mais ces normes évoluent de plus en plus. Et demain, ou à très, très court terme ou moyen terme, on pourra remplacer la plupart des granulats neufs du béton par ces granulats de démolition. Et ça, c'est une piste qu'on veut bien sûr augmenter et valoriser dans les années à venir. Alors, juste pour être concret, sur la vallée, donc Isabelle a raison, 100% des bétons ont été déconstruits. On a 70% qui a été utilisé sur site en sous-couche routière de voirie. On en a 30% qui sont utilisés dans les bétons neufs. La norme de recyclage, vous pouvez réintégrer 30% de béton recyclé dans une tonne de béton neuf. Et on travaille, je parle sous ton contrôle Isabelle, on aura une autorisation temporaire d'expérimentation du CSTB pour pousser à 60% ce seuil, notamment avec des bétons recarbonatés, c'est-à-dire des bétons qui stockent du carbone et qui, grâce à cette opération physique, ont des qualités de résistance, des qualités, on leur aura retiré leur porosité. C'est un travail qu'on fait sous le contrôle de l'IFSTAR, notamment Jean-Michel Torrenti, qui est le professeur français sans doute le plus connu, ancien professeur de l'école centrale, qui est l'un des spécialistes français du béton, et l'un des protagonistes du programme européen Fast Carb, puisque l'expérimentation de la vallée bénéficie d'un réseau d'expériences scientifiques européens sur ce sujet de la recarbonatation des bétons anciens, puisqu'on n'est pas les seuls, vous vous doutez bien, et tant mieux, à s'être rendu compte que la pénurie de matières premières non renouvelables nous oblige à travailler avec le béton déjà mis en place, et c'est une bonne chose. Ça, c'est pour quand, cette expérimentation au seuil de 60%? C'est maintenant. C'est maintenant. Isabelle, tu as des dates? Oui, alors, actuellement, les bétons qui ont été… on a produit plusieurs milliers de tonnes de béton qui comportent 30% de granulats recyclés. Et l'expérimentation, qui va porter jusqu'à 100% de granulats recyclés dans certains bétons, elle est en cours. Là, on est un peu, on va dire, on doit un avis technique expérimental de chantier, puisqu'on dépasse les normes. Et là, en gros, toutes les mesures sont en train d'être faites dans les différents laboratoires pour prouver que notre béton avec 100% de granulats recyclés est aussi performant qu'un béton normal. Voilà. Donc, ces bétons-là, vraiment spécifiques, seront coulés l'année prochaine. J'ai deux autres questions avant de passer la parole à mes confrères et consoeurs qui doivent avoir pas mal de choses à vous demander aussi. Je voulais vous demander, est-ce que d'abord vous voyez de plus en plus d'appels d'offres qui comportent des contraintes carbone drastiques, ou est-ce que pour l'instant le client n'est pas demandeur? Et finalement, dans la même logique, comment évoluent vos relations avec vos fournisseurs? Est-ce que vous leur demandez, vous leur imposez des contraintes carbone supplémentaires, ou pour l'instant, c'est en train d'être imaginé Alors, Valérie, comme vous le savez, depuis la loi Grenelle, titre 2, l'État exemplaire, la commande publique doit être exemplaire. Bon, pareil. Ça n'a pas toujours été appliqué, souvent par défaut de connaissance et par peur de la part de certains élus, qu'on peut comprendre, si vous ne prenez pas le moins-disant, d'être taxé, de mal gérer les deniers publics. Donc, la notion de mieux-disance environnementale faisait peur. Faisait peur. Et ça nous est déjà arrivé d'ailleurs qu'on nous dise « Non, mais vous êtes les seuls à avoir ce brevet-là, par exemple, donc on ne peut pas vous prendre parce qu'on ne peut pas vous comparer ». Ce qui est encore pire, vous avez fait preuve d'innovation et on vient vous dire « Vous êtes les seuls à savoir le faire, donc vous n'êtes pas comparable, donc on ne peut pas vous prendre ». Donc, c'est un vrai sujet parce que la commande publique a les moyens de tirer vers le haut le développement durable opérationnel. Alors, une fois qu'on a dit ça, les choses changent vite, depuis pas longtemps, mais ça change vite. La direction que j'ai l'honneur de piloter répond aux côtés des opérationnels à des appels d'offres, et on a eu 2 appels d'offres récents de mémoire de directrice développement durable. Je n'avais jamais vu des appels d'offres aussi exigeants
en matière de carbone, d'économie circulaire et de préservation de la biodiversité. C'est premièrement le plan lumière de la ville de Paris et deuxièmement les appels à projets de la Solidéo, les appels d'offres de la Solidéo pour la construction du village olympique et du village paralympique et du village des médias. Bon. Donc nous avons eu la chance de gagner un lot avec Nexity comme mandataire, mais moi je m'en suis réjouie parce que le niveau de difficulté imposé par la Solidéo, ça a vraiment permis, très honnêtement, je pense que tous les collègues journalistes peuvent l'imaginer, nous sommes les écologistes de l'intérieur. Et donc, des fois, c'est vrai, je ne vais pas vous dire le contraire, je peux me heurter à des directeurs opérationnels qui trouvent que c'est difficile, ça va impacter le prix, cette innovation, on ne la connaît pas bien, est-ce qu'on va totalement la maîtriser, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un risque, ça ne marche pas, etc. Bon. Mais le fait qu'un client prestigieux comme la Solidéo dise « moi, je veux moins 70% de carbone, moi, je veux du bois tracé français, moi, je veux 90% des déchets recyclés », ça a été formidable parce que ça, d'abord, ça vous permet de dire « nous, on sait le faire, donc venez nous voir ». Donc déjà, on est aux côtés des opérationnels et ça nous permet de diffuser des savoir-faire, d'avoir des références visibles. Donc déjà, pour la conduite du changement en interne, on a gagné plusieurs années. Et ça a permis aussi, par rapport au pouvoir public, de se rendre compte de certains freins, de certaines… Je vais vous prendre un exemple. La traçabilité du bois. Alors ça, c'est un sujet qui me tient à cœur et dont on a parlé d'ailleurs dans le rapport climat, c'est que le bois n'est pas bas carbone par nature. Si votre bois, c'est de l'épicéa totalement scolité qui a été abattu dans des conditions que vous ne connaissez pas trop d'ailleurs, dans un pays de l'Est quelconque, il a transité par l'Autriche, qui est le premier pays européen qui transforme le bois, et puis ça arrive en camion chez vous, vous irez m'expliquer où est la vertu du développement durable. Moi, je ne la vois pas. Bon. Donc, mettre un petit peu de transparence dans les approvisionnements, ça nous a obligés déjà à regarder d'où venaient nos bois. Et là, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert des allers-retours invraisemblables entre des lieux d'abattage, des lieux de transformation, des lieux de seconde transformation, des lieux de négoce, enfin, hallucinant. Donc, ça fait depuis 2016 qu'on travaille d'arrache-pied avec la direction des achats sur ces sujets. Et on a sorti… Et je ne dis pas ça comme exemple, enfin, quand je dis comme exemple, je ne dis pas qu'on est les plus beaux, les plus forts sur le sujet, mais ça m'a permis de dire à la Solidéo, bah, écoutez, nous, on a une étiquette de traçabilité et de provenance forestière qu'on a mise en place avec un tiers certificateur suisse, mais c'est la nôtre, parce qu'il n'en existe pas. Donc la Solidéo s'est un peu gratté la tête et ils m'ont dit, mais comment ça se fait? Donc on a présenté notre système à toutes les parties prenantes, FIBois, la Fédération française du bois, enfin tous les acteurs de la filière pour dire ben voilà nous comment on travaille. Et on travaille avec des audits certifiés et enregistrés par la blockchain, donc des audits non falsifiables. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, si on prend l'opération Hyperion à Bordeaux, on peut certifier les essences utilisées. Alors, c'est toujours majoritairement du résineux, on est bien d'accord, mais quels sont les mètres cubes de résineux, quels sont les mètres cubes de feuillus, la labellisation FSC, PEFC ou pas. Et en fait, comme vous le savez, quand vous utilisez du bois français, 99 fois sur 100, c'est du bois labellisé, et tant mieux. Et puis, les régions de provenance, c'est-à-dire, j'en suis même pas à dire 100% de bois français. On peut vous dire, ça vient de Corrèze, d'Aquitaine, tel bois, ça vient de telle forêt. Ce bois structurant en charpente, il vient de telle forêt. En revanche, mon huisserie, mon parquet, ça vient de tel endroit. Enfin, c'est le niveau, si vous voulez, de détail est quand même, bon, moi je trouve très rassurant, à la fois en ce qui concerne la gestion durable des forêts, en ce qui concerne la structuration de ces filières, en ce qui concerne la maîtrise de l'impact carbone du transport et en ce qui concerne les emplois locaux liés à l'exploitation de cette ressource renouvelable qu'est la forêt, renouvelable si elle est bien gérée, on est d'accord. Donc, voilà le genre d'exemple, si vous voulez, que la commande publique nous aide à tirer vers le haut. À la fois, conviction en interne de nos opérationnels, tu vois bien que c'est le client qui l'a demandé, alors ça c'est génial, c'est mon argument favori, et également en termes de freins. Et là, la Solidéo a découvert ce truc, a dit, mais c'est incroyable, on n'a pas… Et ça a lancé vraiment des réflexions. Alors après, il y a toujours les éternelles guéguerres, mais on s'en fiche un peu. L'essentiel, c'est qu'à l'issue d'un processus qui peut durer 2-3 ans, on ait enfin une traçabilité. Et moi, ça ne me dérange pas
que ce qu'on a fait soit copié. Parce que cette traçabilité, je l'applique aux matériaux biosourcés. La paille de Limagne qu'on utilise pour nos isolants, je peux même vous dire, l'agriculteur, qui est notre premier partenaire, il s'appelle Baptiste Bardet, c'est un agriculteur, c'est une URL en Limagne. Je veux dire, c'est la traçabilité du béton, la traçabilité de l'acier. Là, cette année, on travaille sur la traçabilité de l'acier pour savoir si c'est de l'acier européen, c'est pas de l'acier européen, c'est de l'acier recyclé, d'où vient-il. C'est hyper important parce que, excusez-moi de le dire aussi crûment, la TCFD, la taxonomie européenne, tout ça, c'est bien gentil, mais tant qu'on continuera à avoir des matériaux à bas coût social et à bas coût environnemental qui viennent de n'importe où, je regrette qu'on n'aura pas fait le travail. Donc, c'est une chance que nous donne cette commande publique prestigieuse, parce que, évidemment, Plan Lumière de la Ville de Paris ou le village olympique, on est d'accord, c'est pas. Mais on a aussi, Valérie, on a aussi des commandes plus modestes de collectivités locales qui veulent. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 ans, on a construit notre premier bâtiment neutre en carbone à Binche, en Belgique. Pour ceux qui sont du Nord-Pas-de-Calais, ils connaissent Binche. Hein, c'est une ville connue pour son folklore, les Gilles de Binche. Bon. Et on a construit une école maternelle en bois, isolée en paille, enduit d'argile, liège. On a utilisé des matériaux qui ont fait qu'on a gagné l'award du bas carbone pour les Green Solutions Awards Belgique. Et ça nous a permis d'être représentés au niveau de la COP, qui était la COP 24 à l'époque. Voilà. Donc, cette commande d'une petite commune que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas était très, très ambitieuse. C'était d'ailleurs les professeurs et les parents d'élèves qui avaient réfléchi pendant 1 an sur ce qu'ils voulaient comme extension de l'école. Et puis, on l'a réalisé et c'est devenu une référence qui a boosté chez nous tout ce qui était façade mob, donc manteau à ossature bois et à isolation paille compressée. Voilà le genre de choses, si vous voulez, qui nous permet d'aller plus vite. D'accord. Y a-t-il des questions chez mes confrères et consoeurs pour poursuivre la discussion? Thomas Blosville, d'Environnement Magazine. Bonjour, je vous entends pas. Oui, bonjour. Je prenais juste le temps d'activer peut-être ma vidéo, comme ça sera plus simple. Moi, j'avais une question, toujours pour être justement plus concrète, sur un des métiers en particulier du groupe, c'est la construction. Oui. Puisqu'il y a tous les débats, les sujets autour de la réglementation environnementale RE 2020, qui inclut tous ces sujets carbone dans le métier de la construction. Je voulais savoir si pour vous, c'était une rupture dans ce métier-là, dans ces enjeux carbone, ou si finalement ça se faisait un peu dans la continuité à technologie constante, comme vous l'avez dit un peu au début. Non, c'est une rupture. C'est une rupture parce que, comme vous le savez, la France a trop longtemps réfléchi en termes uniquement énergétiques et économie d'énergie. Et voilà, donc une réflexion, si vous voulez, qui omettait très largement le carbone. Le carbone, ça devenait en fait une conséquence de l'économie d'énergie. Là, pour nous, ça a complété le sujet et ça nous a permis de sortir des opérations qui sont des opérations pilotes, mais qu'on est en train de dupliquer. Je vais vous donner un exemple. Alors, encore le Nord-Pas-de-Calais, désolé pour ceux qui connaissent, à côté de Lille, Sizouin, c'est une ville où on a sorti le premier EHPAD qui est E4C2, donc le plus haut niveau de référence en matière énergie-carbone. Le bois, etc. Enfin, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de réfléchir aux bons matériaux au bon endroit. Ça nous permet aussi d'être peut-être plus proche de nos architectes, d'avoir un management de projet différent. Le carbone, ça vous oblige à avoir un management de projet différent. Ça vous oblige vraiment à remettre vos acheteurs au centre du jeu, réfléchir à vos parties prenantes que sont les architectes et les bureaux d'études. Et c'est ça, sans doute, qui est plus une rupture. Je vais peut-être me fâcher avec certains architectes, non, mais peut-être qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans les métiers de la construction, ils sont obligés, avant, ils avaient peut-être un peu un panel d'archi avec qui ils avaient l'habitude de travailler, de gagner certaines affaires et d'être en confiance. Aujourd'hui, la compétence carbone, elle commence à être présente chez certains architectes, mais peut-être qu'il y a certaines générations d'architectes qui sont moins branchés là-dessus. Donc, vous voyez, la rupture, elle est plus là. Elle est plus dans le management de projet, le choix des parties prenantes, des fournisseurs, des archis. Ça, c'est vrai.
En revanche, nous, on se réjouit, si votre question c'est est-ce que ça nous pose problème, moi, en tant que directrice développement durable, alors peut-être que vous trouveriez quelques collègues de la construction pure qui vont vous dire ah ouais, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué, mais c'est beaucoup plus cohérent surtout. Donc ça, moi, je m'en réjouis et on prouve qu'on y arrive, hein, parce que l'EHPAD qu'on a vendu, on ne l'a pas vendu 2 fois plus cher. Hein. Voilà, et c'est un sujet d'ailleurs qui était tellement intéressant qu'on l'a soutenu avec notre fonds d'arbitrage carbone, puisque pour cette RE 2020, pas seulement, mais bon, on a mis en place déjà depuis 2017 un fonds d'arbitrage carbone énergie qui permet, quand on répond à un appel d'offres ambitieux du point de vue carbone, qui permet, dans la limite de 500 € la tonne équivalent carbone, en fonction des tonnes évitées par rapport à un standard réglementaire classique de RT 2012, eh bien, d'absorber par le fonds d'arbitrage carbone le surinvestissement. Pour mon EHPAD de Cisoing, je vais être très clair, 88 chambres, grosso modo 15 millions d'euros d'investissement, eh bien, le fonds d'arbitrage carbone est intervenu à hauteur de 440 000 €. C'est-à-dire que la holding prend sur le fonds d'arbitrage carbone pour notre entité opérationnelle de Lille 440 000 € parce que les évitements de tonnes équivalent CO2 correspondaient, je regarde Mathieu, tu te souviens du nombre très exact sur les pattes de Cisoing, de ce qu'on a évité? On va vous donner le chiffre très exact, monsieur. Parce que je ne sais pas si vous voyez comment ça fonctionne. Les collègues nous disent, à l'époque, ils ont répondu à cet appel d'offres il y a 3 ans, ils nous disent, si je le fais en RT 2012, ça coûte tant. Si je le fais avec le plus haut niveau d'exigence E4C2, donc futur RE 2020, ça va me coûter 440 000 € de plus. Et le client ne peut pas. Et nous, on a regardé, on a validé qu'on était, je crois, si mes souvenirs sont exacts, autour de 200 € la tonne équivalent carbone évité. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Et combien de tonnes évitées? 400. 400. Environ, oui. Et c'est donc la holding, à travers son fonds d'arbitrage carbone, qui a pris en charge le surinvestissement. Et ça leur a permis d'être choisis. Et alors, vous allez me dire, oui, mais c'est vous qui payez, donc ce n'est pas normal. Oui, mais on a estimé que c'est de l'investissement R&D, c'est de l'investissement aussi en entraînement des équipes, en visibilité, en référence. Et évidemment, on n'aura pas vocation à soutenir indéfiniment ces efforts-là. Mais il faut bien amorcer la pompe, si vous voulez. Donc, c'est un cercle vertueux en termes de connaissances, en termes de référence, en termes aussi d'enthousiasme et d'envie de la part des équipes. Hein, tout ça, c'est du management, pour qu'ils se lancent dans les défis de la RE 2020 avec des très hauts niveaux d'exigence. Y a-t-il d'autres questions? En attendant d'autres questions, je voulais savoir si Eiffage envisageait, compte tenu des objectifs très ambitieux d'atténuation qui sont les siens, de recourir à la compensation. Ah, alors, écoutez, comme toute bonne convaincue de l'écologie, j'ai tendance à vous dire, la compensation, c'est quand même sujet à caution, puisque comme vous le savez, dans certains cas, ça peut être compris comme un droit à détruire. Donc, moi, ça me fait toujours très peur. En revanche, on commence à avoir des projets qui émergent, qui me semblent intéressants, avec des offres. Je pense, par exemple, j'ai rencontré récemment, je peux même vous donner les noms, 2 porteurs de projets, Jean Guénolé-Cornet avec son projet Néo-Silva, ou bien Laurent Pierremont avec son projet Le Printemps des Terres, qui sont des projets de compensation forestière avec un fort volet biodiversité, qui vous permet, quand vous utilisez, par exemple, 600 m3 de bois, 682 m3 de bois, c'est ce qu'on a utilisé sur l'internat de bois français, c'est ce qu'on a utilisé sur l'internat du lycée Vaugelas à Chambéry, par exemple. Encore une opération de traçabilité du bois réussie. Bon, si vous voulez le compenser, ça n'a pas beaucoup de chance de dire je vais replanter pour 600 m3. Et puis en plus, ce n'est pas notre métier, si vous voulez. Bon. Ce qui a beaucoup plus de sens, par exemple, ça c'est le cas de ce que fait Jean Guénolé-Cornet avec Néo-Silva, c'est d'aller voir des propriétaires qui sont propriétaires de bois de toute petite taille, souvent moins de 25 hectares, qui n'ont pas les moyens d'entretenir. Cette forêt où ce bois est en train de mourir, on va les voir, donc Néo-Silva va les voir, leur dit, voilà, moi je vous entretiens votre forêt,
j'assure l'équivalent en compensation de ce qu'a utilisé FH pour telle et telle opération, et je vous verse 50% des revenus, et moi, je prends 50% de mes revenus. Mais au moins, cette forêt, elle redevient vivante. Alors, ce n'est pas une vision productiviste, puisque, comme je vous disais, il y a une vision biodiversité. Donc, on va laisser un peu de bois mort pour les insectes xylophages. On va réfléchir à la diversité des essences. On va réfléchir à la capacité de résistance par rapport aux cartes du défi climatique. Mais je trouve, si vous voulez, que ce sont des approches qui ont beaucoup plus de sens que ce qu'on a pu voir à une époque en matière de compensation carbone volontaire, où on vous disait, ben voilà, vous nous filez 100 000 € sur un projet XB12 en Thaïlande, ou voilà, et donc vous alliez abonder le projet de quelqu'un, et puis voilà, ça vous considériez que c'était une compensation. Je trouve que c'est un petit peu, je ne vous dis pas que c'est pas bien, et bon, quelque part, c'est mieux que de ne rien faire, j'imagine. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des offres qui s'appellent quand même compensation carbone volontaire, qui sont beaucoup plus sophistiquées, qui sont sur des territoires proches et qui collent à des problématiques de notre pays. Hein. Cette histoire de forêt morcelée de moins de 25 hectares abandonnée parce que les gens n'ont pas les moyens à moins de 25 hectares d'entretenir tout simplement leur bois ou leur forêt, ça, c'est une problématique très, très franco-française. Donc là, je trouvais, avec une approche biodiversité, je trouve que c'est plus séduisant, en tout cas, du point de vue du sérieux de la démarche. Alors après, peut-être que demain, on sera obligé de tout compenser, j'en sais rien, ou qu'on sera même sous quota européen. Vous savez que Ursula von der Leyen, dans son discours d'investiture, a expliqué que le secteur du BTP n'allait pas assez vite dans la décarbonation de son chiffre d'affaires et que si ça continue, en 2025, elle envisagerait une mise sous système européen de quotas d'émissions. Donc, je n'ai pas à dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous pensons que nous avons les moyens, en tout cas, de prouver qu'on peut décarboner de manière intelligente en développant de l'emploi et en essayant de faire, excusez-moi l'expression, d'une pierre plusieurs coups, parce que cette histoire d'entretien de bois délaissé associée à une démarche de préservation ou de reconquête de biodiversité, c'est quand même bigrement intéressant. Petit point qu'on a oublié d'évoquer, c'était les éventuelles contraintes carbone qui pèsent désormais ou qui vont peser désormais sur vos fournisseurs. Oui, alors, les fournisseurs, je vais vous donner un exemple. Hein, FH Construction, 97% de leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est du scope 3A. Et là-dedans, 89%, ce sont les fournisseurs. Ce qui montre d'ailleurs que les constructeurs deviennent de plus en plus intégrateurs des solutions des autres. Ça aussi, ça veut dire quelque chose en termes d'évolution des métiers. Hein. Et peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce qu'il ne faut pas intégrer nous-mêmes un certain nombre notamment de matériaux pour lesquels on se fournit à l'heure actuelle à l'extérieur? La plupart des fournisseurs qu'on a rencontrés sont parfaitement conscients des contraintes qui pèsent déjà sur eux, en toute façon, et se sont déjà engagés. Je dirais même que certains se sont créés uniquement là-dessus. Les matériaux biosourcés, c'est un très bon exemple. Bon, donc, je trouve que c'est... bon, encore une fois, l'unanimité n'est pas au rendez-vous, mais la majorité est au rendez-vous. La majorité est au rendez-vous. On a créé un club industriel qui ne fait pas de publicité parce que j'en ai pas besoin, mais qui travaille de façon efficace, qui nous a permis, donc il s'appelle le club Sequoia, où on a des fournisseurs très gros comme Saint-Gobain, moyens comme Vicat ou petits comme Gerflor. Donc on a différents types de fournisseurs sur différents segments et on travaille avec eux, notamment pour qualifier un certain nombre de produits nouveaux qui n'ont pas encore de fiche de déclaration environnementale et sanitaire, donc pour progresser, pour faire des proof of concept avec eux, voire pour cofinancer certaines innovations qui nous intéresseraient. Et également, j'insiste là-dessus, d'ici décembre, et je serai très heureuse de pouvoir vous le présenter à la JE, on aura notre petit logiciel EcoSource. Alors, EcoSource, c'est une analyse environnementale multicritère qu'on veut directement intégrer dans le logiciel d'achat.
C'est-à-dire qu'un acheteur qui trouve que la moquette XB12 est intéressante, il pourra cliquer et il aura l'analyse multicritère, c'est-à-dire carbone, eau, pression sur la biodiversité, qualité de l'air intérieur, recyclabilité et développement local. Alors, on n'est pas les seuls, bien évidemment, à faire ça, mais aujourd'hui, vous n'avez pas de système homologué, unique, qui existe. Donc, comme on n'a pas envie d'attendre que ça existe, on le fait. D'ores et déjà, dans le logiciel achat, vous avez la criticité carbone qui est apparente. C'est-à-dire qu'il y a des familles d'achats qui sont en noir, donc considérées comme très critiques du point de vue carbone. Donc déjà, aujourd'hui, n'importe quel acheteur qui soit formé, super bien formé au carbone ou moyennement bien formé au carbone, normalement, ils sont tous formés, mais bon, dès qu'il ouvre son logiciel achat et qu'il commence son parcours d'achat, il sait exactement s'il est dans une famille très critique du point de vue carbone ou pas. Et quand il est dans une famille critique du point de vue carbone, il a systématiquement des variantes qui lui sont proposées. Mais le bitume, par exemple. Par exemple, un isolant. Et on va lui dire, voilà, aujourd'hui, Eiffage, d'autant plus que nous investissons dans le fonds matériaux, dans le fonds bois et écomatériaux de BPI France, ça va être annoncé dans les jours qui viennent, donc vous avez droit à un petit scoop. On a toujours fait partie du fonds bois, mais là, ce fonds bois va étendre ses activités aux écomatériaux. Bon, j'aime pas le terme écomatériaux, j'aurais préféré matériaux biosourcés, mais en fait, ils entendent par là tout ce qui est, par exemple, l'isolant, revêtement de sol, biosourcé, etc. Donc, on va lui proposer, on va lui dire, ben voilà, nous, on préfère la problématique. Enfin, on investit, d'ailleurs, on investit, puisqu'on investit aussi dans ce fonds, on investit davantage dans les matériaux biosourcés en termes d'isolation. Donc, êtes-vous sûr que… Voilà. Donc, ça, c'est intéressant parce que vous vous doutez bien que ce logiciel, il est connecté à la direction centrale des achats et donc quelqu'un qui s'obstinerait à ne faire que des achats très carbonés, on va vite le savoir. On est un petit peu obligé d'en passer par la transition digitale parce que c'est un groupe de 72 000 salariés qui est peut-être considéré comme plus compact que nos deux grands confrères, mais qui dont l'efficacité repose aussi sur la subsidiarité. Donc moi, j'ai quand même besoin de savoir comment tout ça se déploie parce que je ne suis pas derrière chaque acheteur, ni mon collègue Jean-Luc Barras de la direction des achats. Donc à travers ce genre de système qui leur font gagner du temps à nos collègues, parce que la carotte, c'est quand même ça, c'est qu'il va gagner du temps dans la réponse à son appel d'offres, dans la façon dont il va argumenter vis-à-vis du client, sauf que la contrepartie, c'est que du coup, nous, on peut vérifier comment il réalise son parcours d'achat et ce qu'il a choisi et quel est le bilan carbone final. Et c'est-à-dire qu'à terme, il sera interdit d'acheter certains types de produits ou que la performance des acheteurs maison sera évaluée en fonction de l'intensité carbone de leurs achats? Eh bien, la réponse est oui. Et je n'ai aucun mal à vous le dire, puisque j'en ai discuté avec mon homologue Jean-Luc Barras, qui veut effectivement que la rémunération des acheteurs, comme vous le savez, qui bénéficient d'une part variable importante par rapport au fixe, leur performance est calculée aujourd'hui sur l'argent qu'ils arrivent à faire économiser à l'entreprise grâce à une négociation serrée. Et ce système est donc totalement perverti parce que vous allez choisir ce qui ne se vend pas très bien et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une forte demande sur le bas carbone, etc. etc. Bon. Donc l'objectif, c'est d'avoir des critères logiques. Et à partir du moment où on demande aux acheteurs de faire un effort sur le carbone, il faut aussi qu'on fasse une rémunération de cet effort. Et donc, la réponse est oui. Alors maintenant, j'espère que ça sera mis en place cette année, parce que vous vous doutez bien aussi que l'efficacité de ce système et son caractère persuasif repose sur le caractère sérieux de l'évaluation carbone. Et donc, tout ça aussi s'alimente. Hein. C'est aussi pour ça d'ailleurs que Isabelle Boyot, qui vous parlait tout à l'heure, dans son équipe, a des ingénieurs carbone qui sont capables de vérifier des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, voire parfois d'accélérer un processus d'homologation parce que tout ça est quand même assez engorgé au niveau du ministère parfois. Et quand on sort par exemple un liant biosourcé, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, il est inconnu des fiches IGNES, Ecosource, Oméga TP ou autres SEV. Et donc, c'est à nous d'aller démontrer. Donc, Isabelle fait ce travail aussi
parfois avec des fournisseurs et parfois pour nous en compte propre, pour que dans la base achat, on puisse avoir une référence carbone qui ne soit pas une référence par défaut, mais qui soit une référence exacte. Parce que vous savez que si vous n'avez pas, sinon vous prenez une référence par défaut par rapport à votre famille de produits et elle est forcément pénalisante. Y a-t-il quelques dernières questions? Visiblement, vous avez convaincu, scotché tout le monde. Je ne sais pas si j'ai scotché, mais je suis à votre disposition. Et... Je corrige juste sur les pads, j'ai dit 400, j'ai oublié un zéro, c'était 4000. Bah oui, je n'ai pas osé répéter, je me suis dit, mais c'est pas 400. 400, oui. Bah oui. Bah oui. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais relâcher tout le monde en vous remerciant toute l'équipe d'EFAGE de nous avoir consacré du temps et j'espère que nous serons appelés à nous revoir un de ces jours, notamment par exemple pour la présentation du fameux petit logiciel d'évaluation. Voilà. Et puis éventuellement pour des visites de chantier bas carbone. Eh bien, avec grand plaisir. On en a deux. On a Châtenay, on pourrait vous proposer. Puis on a aussi peut-être le village olympique, si ça intéresse certains de vos collègues. Je serais heureuse de l'organiser. Voilà, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.